Bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette dernière séance consacrée à l'Empire des images, une nouvelle approche de la civilisation romaine. J'ai le plaisir d'accueillir pour la deuxième fois, la seconde fois, Martin Schesbeck, qui va donc nous parler de l'héritage grec que l'on retrouve dans la civilisation romaine. Martin nous a déjà parlé la semaine dernière de portraits, notamment de portraits romains, et nous a montré la filiation que l'on peut retracer au travers de ces différents médias, que sont le portrait, le relief, entre Rome donc, et la Grèce. Martin est aujourd'hui conservateur au Musée du Louvre. Il a beaucoup travaillé au Centre de recherche et de restauration des musées de France, où il a suivi de près l'histoire physique, matérielle des œuvres dont il a aujourd'hui la charge en tant que conservateur au département des antiquités grecques, étrusques et romaines. Je le remercie encore une fois et je lui laisse donc la parole. Merci. Merci Daniel pour cette introduction. Je vais donc partager ma présentation. J'espère que ça fonctionne bien comme tout à l'heure. J'aimerais simplement... je n'arrive pas à... Voilà, très bien. Alors, effectivement, comme l'a rappelé Daniel, c'est la deuxième séance qui est consacrée à ce sujet particulier qui est la lecture des images romaines et en particulier la compréhension de la manière dont ces images étaient structurées pour le public romain dans la perspective particulière, comme il l'a rappelé, de l'héritage grec, en particulier de l'héritage artistique grec, dans la mesure où Rome a hérité presque entièrement sa culture figurative de la culture grecque. Ce qui ne signifie pas évidemment que l'art romain n'a pas de singularité, comme j'espère l'avoir montré la semaine dernière dans le domaine du portrait. J'aimerais continuer cette exploration de la lecture et de la réception des images romaines à la lumière de l'héritage grec, en abordant aujourd'hui deux questions fondamentales et en essayant de le faire de manière synthétique. D'une part, la constitution d'une imagerie emblématique, caractéristique de l'art romain, comme on va le voir, et dans un second temps, essayer d'aborder quelques clés de lecture d'un genre particulier à l'art romain, très spécifique à celui-ci, qu'on ne trouve pas en Grèce, qui est le relief historique et la représentation historique, enfin, qu'on trouve de manière beaucoup plus sporadique dans la tradition artistique grecque. La, la première question, donc, c'est la construction d'une imagerie que j'appelle emblématique. Et vous avez à l'écran les vestiges conservés au musée du Capitole d'un monument très important dans l'histoire de l'art romain, puisqu'il s'agit d'un des plus anciens monuments figurés qui nous ait été transmis, que l'on conserve et que l'on peut étudier aujourd'hui. Il s'agit d'une série de blocs de pierres qui ont été trouvés au pied de la colline du Capitole, qui sont des blocs moulurés, comme vous pouvez le voir sur les images à l'écran, hein, décorés de façon architectonique et ornés de figures et d'éléments en relief sur un registre principal de représentation, des blocs qui servaient à revêtir en réalité une base de statues et qui servait donc de décoration monumentale à un groupe statuaire. Et ce groupe statuaire, on l'a identifié avec vraisemblance, avec un monument que l'on connaît par les sources, et en particulier par le témoignage de l'historien grec, enfin de l'historien philosophe grec Plutarque, un grec du IIe siècle après Jésus-Christ, hein, donc bien postérieur aux faits qu'il relate, donc on l'a identifié avec un monument érigé en 91 avant notre ère par le roi africain Bocchus en l'honneur du général romain Sylla, et commémorant plus particulièrement la capture par Sylla de cet ennemi de Rome, hein, dont on connaît évidemment la biographie grâce au récit de Salluste, cet ennemi de Rome qui était Jugurtha. Et
je vous lis le passage de Plutarque qui est intéressant pour contextualiser le monument. Cependant, l'inimitié de Marius et de Sylla se ralluma encore par une occasion que fit naître l'ambition de Bocchus, qui, pour flatter le peuple et faire plaisir à Sylla, dédia dans le Capitole des victoires d'or qui portaient des trophées, et auprès d'elle la statue de Jugurtha, aussi en or, que Bocchus remettait entre les mains de Sylla. Marius en fut si irrité qu'il voulut faire enlever ces statues. Alors pourquoi Marius en était irrité? Parce que en réalité, c'est lui qui commandait les opérations militaires romaines contre Jugurtha. Et Sylla lui avait en quelque sorte, et pour faire un petit raccourci, volé le prestige de sa victoire en assurant lui-même, grâce à l'aide de l'Africain Bocchus, la capture du roi Jugurtha. On connaît ce groupe statuaire probablement grâce à un denier, donc une monnaie d'argent frappée par Faustus Sylla, le fils du dictateur Sylla, dans les années 50 avant Jésus-Christ, une monnaie qui représente les 3 personnages qui sont mentionnés par le texte de Plutarque. Sylla assis sur la chaise curule, qui est ici donc le symbole de son imperium, de son pouvoir, comme vous vous souvenez, la semaine dernière, nous en avons parlé. En face de lui, le dit Bocchus, qui se présente devant Sylla agenouillé de manière à lui rendre hommage et qui lui offre sur un plateau, si vous me permettez l'expression, le roi Jugurtha qui représentait les mains liées dans le dos, ici en costume barbare. Donc on a ici probablement une représentation de la partie centrale de ce groupe statuaire qui était encadré par des victoires d'or portant des trophées, un motif intéressant dont on aura à reparler plus tard, et qui se posait sur un piédestal, sur une base qui était décorée par ces blocs que vous avez à l'écran. Et ces blocs sont extrêmement intéressants, puisque d'une part, il s'agit d'un des plus anciens monuments figurés romains qui soit conservé, probablement donc d'un monument insigne, hein, connu par les sources, que l'on peut ainsi facilement contextualiser. On a un contexte de création, on peut le rapporter à des circonstances historiques. Pardon. Et d'autre part, il est intéressant pour le contenu de sa décoration figurée, puisque vous voyez qu'il s'agit d'une frise d'éléments militaires ou triomphaux qui sont juxtaposés sur un fond neutre. Et vous voyez par exemple ici la succession de différents symboles qui sont représentés sans aucune idée de mesure commune, puisque vous voyez une cuirasse isolée sur le fond à gauche ici, puis 2 trophées représentés en petit, hein, de manière à occuper l'espace du registre, mais sans rapport de proportion avec la cuirasse qui se trouve à côté, hein, c'est tout à fait évident ici, qui encadre un bouclier rond sur lequel est représentée une tête de déesse féminine casquée, qui est probablement une représentation de la déesse Rome. Sur un autre bloc, vous voyez le même type d'organisation et le même type de mépris pour une perspective unifiée, puisque vous voyez ici une cnémide, c'est-à-dire un protège tibia, hein, si vous voulez, si on veut le traduire en langage moderne, une nouvelle cuirasse, cette fois une cuirasse anatomique. Vous voyez qu'elle reprend l'anatomie d'un personnage réel, ce qui n'était pas le cas de cette cuirasse-là, qui est plutôt de tradition hellénistique. Et là aussi, il faut imaginer une composition qui encadre un bouclier décoré d'une figure de cavalier sur cheval cabré, portant une lance dans laquelle on reconnaît généralement une figure de Dioscure. C'est l'un de ces 2 dieux qui étaient les patrons, si vous voulez, les dieux patrons de la cavalerie romaine. Et le groupe peut-être le plus intéressant de ces représentations, c'est celui que vous avez en haut à gauche de l'écran. Vous voyez toujours ce même principe de composition que j'appellerais héraldique, pour faire un anachronisme, mais qui, je pense, est intéressant, avec une répartition stricte autour d'une symétrie centrale, une structuration par une symétrie centrale. Vous voyez, de part et d'autre du groupe, de candélabres. Ce sont ces éléments qui renvoient à la sphère religieuse. Hein. C'est une typologie d'objets qui évidemment n'était pas réservée à la sphère religieuse, mais qui était utilisée notamment dans la décoration, l'ornementation des sanctuaires. Et à l'intérieur de cet encadrement, si vous voulez, symbolique, 2 figures féminines ailées qui sont des victoires, qui couronnent un bouclier rond du même type que ceux que l'on voit sur les autres blocs, bouclier rond qui est, lui,
orné d'une décoration un peu plus complexe, puisque vous voyez deux petits amours, deux petits hérotesses qui portent une table, une tabula, ce qu'on appelle une tabula ansata, qui devait être inscrite avec un élément qui se rapporte peut-être à l'iconographie du groupe statuaire qui était au-dessus. Et en dessous, une figure très intéressante, un aigle, vous voyez, aux ailes déployées, posé sur un foudre, donc symbole de Jupiter, hein, cet aigle portant le foudre, symbole de ce dieu souverain des Romains, qui était en particulier le dieu des auspices, auspices qui garantissaient le pouvoir des magistrats et qui porte, alors là je vous demande de me croire parce que malheureusement la photographie n'est peut-être pas assez détaillée, un aigle qui porte dans son bec une palme, symbole de victoire, avec deux petites couronnes qui sont des décorations militaires. Donc un décor qui fait manifestement renvoi à un triomphe militaire, à une victoire militaire, au moyen d'éléments que je dirais disposés de manière emblématique, c'est-à-dire qu'ils sont juxtaposés dans le champ de la représentation, sans rapport direct les uns par rapport aux autres, hein. Ils sont là simplement en tant qu'emblème de la victoire, par exemple le trophée, hein, qui était ce monument que l'on érigeait sur le champ de bataille à partir de dépouilles ennemies et qui servait à fixer l'esprit du dieu de la bataille, hein. Je vous renvoie aux écrits très intéressants, un peu anciens, mais très intéressants de Gilbert Charles Picard sur la question des trophées romains, où il a montré que dans la tradition grecque, le trophée était là pour fixer les esprits destructeurs qui avaient présidé à la bataille, les esprits violents, mais que ça devenait assez rapidement un monument de la victoire, bien entendu, que ça se monumentalisait, on en faisait un objet de commémoration. Donc des objets qui sont représentés, qui sont choisis pour leur qualité emblématique, et des groupes organisés de manière héraldique qui ont une vocation toute symbolique, comme ce groupe des Victoires. Alors, pour mettre en rapport cet élément important de l'imagerie romaine qui date du début du 1er siècle avant Jésus-Christ avec la tradition grecque, je vous rappellerai que la frise d'armes est un genre qui était bien connu dans le monde grec, et la frise d'armes, la frise de dépouille. Et je vous montre l'exemple mieux connu, qui est probablement la frise qui décore la balustrade du portique supérieur de la double stoa du sanctuaire d'Athéna Niképhoros, donc Athéna qui apporte la victoire de Pergame, ce qui était le grand sanctuaire de la cité hellénistique de Pergame. Ce sanctuaire se trouve ici, et vous voyez le double portique qui faisait le tour du sanctuaire, et la balustrade, vous voyez, est décorée d'une frise d'armes entassées qui représente probablement les dépouilles des ennemis du roi de Pergame, et en particulier du roi Eumène II, qui avait été vainqueur, et des Galates, ces Gaulois qui s'étaient installés en Asie mineure, et de son ennemi, le roi Séleucide. Donc cette frise d'armes, vous voyez, on pourrait considérer qu'elle est la source d'inspiration de celle que l'on a trouvée à proximité du Capitole, puisqu'on trouve la même idée de frise d'armes et probablement de dépouille. Or, vous voyez que dans les caractéristiques de la représentation, la chose est extrêmement différente, puisque la frise d'armes pergaménienne représente des armes entassées, comme si on les voyait réellement juxtaposées les unes aux autres, avec un espace unifié qui correspond à ce paradigme photographique dont je vous avais parlé il y a 2 semaines. Or, à Rome, sur la base du monument de Bocchus, on voit quelque chose qui est structuré de manière très différente, puisque chaque objet est vraiment représenté dans sa singularité et n'a aucun rapport, si ce n'est un rapport de signification, avec les autres objets ou les autres personnages qui y sont figurés. Vous voyez que dans la manière de construire l'image, il y a quelque chose de très différent, et c'est à cette différence, cette qualité emblématique sur laquelle j'aimerais me pencher au début de ce cours, pour expliquer comment se construit cette imagerie emblématique, d'une part. Donc, quel est le poids de l'héritage grec et qu'est-ce que les Romains en ont fait? Et d'autre part, à quoi servait cette imagerie emblématique, et en particulier, à quoi servait le fait qu'elle soit comme ça emblématique, c'est-à-dire qu'elle ne renvoie pas à un événement, mais qu'elle soit plutôt représentée de manière indépendante, comme porteuse d'une signification
dans l'absolu, vous voyez, hors de tout contexte. Pour cela, je voudrais me pencher un petit peu sur la constitution d'un motif particulier que j'ai choisi, qui est celui de la victoire tauroctone, c'est-à-dire de cette personnification qu'est la victoire, Nike en grec, Victoria en latin, qui, qui est représentée dans l'acte, dans l'action de sacrifier, d'immoler, d'oxyre un taureau ou un bœuf, on voit rarement ce qui distingue l'un de l'autre, donc en train de réaliser cette action violente d'oxyre un bœuf ou un taureau qui est évidemment la victime sacrificielle majeure, principale, emblématique de la religion romaine. Cette Nike Boututoussa, en grec, qui est en train de sacrifier le taureau, elle devient un motif emblématique de l'art romain qui se trouve répliqué sur différents médias, sur différents types d'œuvres d'art, différents types d'images. Et vous avez à l'écran ici un relief très représentatif de ce motif qui est conservé au musée du Louvre, qui provient du Forum de Trajan, probablement de la Basilica Ulpia, cette grande basilique qui formait le cœur de ce Forum de Trajan, sa réalisation vraiment principale, cet espace consacré à des activités publiques, en particulier administratives ou judiciaires. Cette basilique du Forum de Trajan qui était évidemment décorée et dont on peut supposer qu'elle était décorée d'une frise de victoire tauroctone alternant avec d'autres motifs. Je reviendrai sur cette question après. Mais donc vous avez ici un exemple tout à fait remarquable de ce motif dans l'art romain, avec la personnification de la victoire, cette figure féminine qui est vêtue d'un manteau qui tombe, vous voyez, qui ne couvre plus son corps, qui est en train de tomber sous l'effet évidemment de l'action violente, qui découvre ainsi le torse de cette personnification qui est ailée, puisque vous savez que la victoire, depuis l'époque archaïque dans l'art grec, est une figure ailée, et ce pour des raisons qu'on va détailler, que je vais détailler un petit peu plus tard. Donc vous voyez cette figure qui est en train de prendre appui du genou sur le dos du taureau qui est en train de s'affaisser sur le sol. Elle le retient du bras gauche par la corne, d'un geste un peu délicat ici, qui n'a pas grand réalisme, comme vous pouvez le voir, avec ce poignet cassé qui, à mon avis, ne servirait pas à maîtriser un taureau. Et de l'autre, elle tient ce couteau sacrificiel qui était destiné. Alors la partie ici, me semble-t-il, est restaurée. Donc la représentation du couteau n'est pas très représentative, mais qui sert évidemment à immoler la victime sacrificielle. Donc une représentation de la victoire qui est en train de sacrifier un taureau qu'on retrouve sur un certain nombre d'objets, de typologies extrêmement diverses. Par exemple, à gauche, vous voyez ce que l'on appelle une plaque Campana, du nom de ce collectionneur Gian Pietro Campana, qui a fait l'objet d'une exposition au Louvre il y a maintenant 3 ans, un collectionneur de la première moitié du 19e siècle, qui a donné véritablement, qui a fait connaître par ses publications et par ses activités de collectionneur et d'archéologue, on va dire, qui a fait connaître cette typologie particulière d'objets qui correspondent en réalité à des décors architecturaux qui servaient donc à orner les architectures et en particulier les édifices qui étaient réalisés en bois, à orner les corniches, les frontons ou les espaces intérieurs de certains édifices. Ce sont des objets qui sont extrêmement intéressants parce qu'ils ont été produits en série et donc euh, ce sont les supports, des supports privilégiés de cette iconographie emblématique dont je vous parle, de ces images symboliques, emblématiques qui sont déployées par l'imagerie romaine. Et vous voyez ici une plaque qui est conservée au Musée national romain, qui nous montre exactement la même image que celle que l'on a vue sur
le relief du Forum de Trajan, avec quelques différences qui sont assez marquées. Donc je pense par exemple au fait que la victoire est toujours vêtue, que sa tunique est toujours attachée sur le torse, comme vous voyez ici. D'autre part, elle tient le mufle de l'animal et pas sa corne en un geste délicat, ce qui est un petit peu plus vraisemblable. D'autre part, vous voyez que les ailes de cette victoire sont représentées comme si on les voyait de face, alors que le personnage est manifestement de profil ou en léger trois quarts, ce qui accentue le caractère emblématique de la scène. Et il faut imaginer que ces plaques campana, que ces décors architecturaux, devaient être présentés à plusieurs mètres de hauteur. Donc c'est probablement une manière de rendre la scène plus lisible quand elle était vue de loin. Mais malgré ces différences, ces menus différences, et vous voyez aussi d'ailleurs que le taureau ici porte une bande décorée sur le dos, ce qu'on appelle un dorsoualé. C'est une décoration qui était propre aux animaux désignés pour le sacrifice. Vous voyez qu'on ne la trouve pas sur ce relief-là. Donc ce dorsoualé désigne véritablement le taureau comme une victime sacrificielle. Vous voyez, à part ça, que l'image est construite exactement de la même manière. On peut dire que le modèle, le motif, est absolument commun entre les deux reliefs. On trouve la même position de l'animal et de la victoire. On retrouve ce motif exactement similaire sur un objet extrêmement précieux, une cruche ou eunokoé en grec du trésor de Bosco Real, qui est conservé lui aussi au musée du Louvre. Et vous voyez sur l'un des côtés de cette cruche, on retrouve le motif de la victoire, qui est appuyé du genou sur le dos du taureau, qui soulève le cou du taureau, lève la tête du taureau, ramène la tête du taureau vers elle d'une main, et de l'autre, toujours la main droite bien entendu, s'apprête à l'égorger, à en fait oxyre l'animal. Et ce qui est intéressant sur cette cette cruche pardon, de Bosco Real, c'est qu'on trouve véritablement cette imagerie de la victoire tauroctone mise en scène dans une composition héraldique. Souvenez-vous le principe de la composition héraldique qu'on a vu sur le monument du Capitole, c'est-à-dire deux motifs relativement similaires qui encadrent un élément central. Et vous voyez que de l'autre côté, on trouve une autre victoire qui, elle, chevauche un bélier qu'elle est en train de comment dire, de d'asperger avec un rameau que l'on voit ici. Autour, enfin, de part et d'autre, ces deux figures d'une statue qui est posée sur une base que vous voyez ici, qui est représentée sur la pièce d'argenterie. Et cette statue, c'est une statue d'Athéna en style archaïque que l'on identifie avec le Palladion, cette idole archaïque qui est réputée être venue depuis Troie jusqu'à Rome, depuis Troie qu'elle protégeait, la ville de Troie. Et d'ailleurs, le vol du Palladion par les Grecs est un épisode de la prise de Troie, puisque cette idole empêchait les Grecs de réussir dans leur entreprise du siège et de la prise de Troie. Et elle est donc réputée avoir été transférée à Rome, où elle protège désormais la ville de Rome. Donc, on a ici une composition qui est tout à fait, encore une fois, tout à fait symbolique, héraldique, ce qui permet son appréhension relativement facile, et ce qui permet surtout de l'abstraire de tout contexte de représentation précis. Et ici, la présence de la statue de la divinité est extrêmement intéressante, puisque cela signifie cet élément central, il a évidemment un rôle dans la détermination de la signification de l'image. Et souvenez-vous de ce que l'on a dit il y a 2 semaines sur ces déterminations contextuelles qui permettent au spectateur de restituer le sens de l'image. Le sacrifice de la victoire qui se trouve ici est bien entendu destiné à l'idole, à la statue de culte, en l'occurrence le Palladion, cette représentation d'Athéna ou de Minerve qui se trouve au centre. Donc le sacrifice est destiné à cette statue qui protège, qui incarne en quelque sorte le sort de la ville de Rome. Autre élément intéressant, regardez le relief ce relief qui se trouve à la glyptothèque de Munich, qui provient lui aussi du Forum de Trajan et probablement du même ensemble que la victoire que le relief que nous avons vu
provenant du musée du Louvre, où vous voyez que ce que l'on pouvait prendre pour un motif isolé au Louvre s'intégrer très probablement en réalité dans une composition qui est elle aussi structurée selon les mêmes codes, c'est-à-dire selon cette symétrie axiale prégnante qui donne à l'image un caractère héraldique. Et vous voyez ici que les victoires, et d'ailleurs vous voyez le drapé de cette victoire qui est exactement similaire, hein, qui réplique véritablement celui de la victoire du Louvre. Donc ces victoires qui s'organisent selon un axe qui est ici et qui alterne avec toujours des victoires, vous voyez que ce sont des figures féminines ailées, qui ornent un candélabre de guirlandes, donc qui posent des guirlandes sur un candélabre, ce qui est une évocation, là encore, d'un contexte religieux, puisque vous savez que l'on décorait, on ornait les sanctuaires lors des fêtes religieuses, et en particulier lors de la tenue des sacrifices, de manière à faire plaisir à la divinité, puisque vous savez que le sacrifice, la fonction première du sacrifice, comme celle de l'offrande de manière générale dans le polythéisme grec et romain, était de faire plaisir à la divinité. Pour lui faire plaisir, pour être sûr de lui faire plaisir, il importait de parer, d'orner, de rendre aussi beau que possible le sanctuaire du Dieu. Donc on a ici des victoires qui participent là aussi de manière un peu, de manière encore une fois, un peu plus subtile, d'un rituel religieux d'hommage à une divinité. Donc ces deux images qui sont éloignées par les choix en termes de motifs, des actions qui sont représentées, vous voyez qu'elles participent d'une même ambiance d'hommage rendu à la divinité par la personnification. Quand je dis la divinité, c'est qu'on ne sait pas exactement, hein, quelle est cette divinité. En tout cas, il n'y en a pas vraiment. Donc c'est un hommage cultuel qui est évoqué qui est évoqué étant rendu par la personnification de la victoire. Et vous voyez que la composition héraldique, cette composition symétrique, a pour fonction, a pour effet plutôt, de séparer l'image de tout contexte précis de réalisation. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de divinité précise à qui est offert le sacrifice ou en l'honneur de qui on va décorer les guirlandes. Ce n'est pas l'objet de la représentation. L'objet de la représentation, c'est d'évoquer un message codé, un message dont la signification est, comment dire, est préexistant et surtout est extrêmement simple. En l'occurrence, ça sera de manifester la victoire de l'empereur comme on le verra. Et c'est un des rôles de cette imagerie emblématique qui, comme vous le voyez, peut se transférer d'une typologie d'objet à l'autre, d'un genre à l'autre, mais tout en conservant son message, le noyau de son message iconographique. Alors, cette iconographie, elle a une origine. Et cette origine, elle remonte à un monument insigne de l'Athènes de la fin du 5e siècle, qui est la décoration sculptée du parapet du temple d'Athéna Niké sur l'acropole. Ce temple ici qui accueillait le visiteur de l'acropole d'Athènes, qui se situe en avant des propylées, qui accueille d'ailleurs toujours aujourd'hui le visiteur qui a la chance de gravir les marches qui le mènent à l'acropole d'Athènes, et dont le parapet a été décoré à la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, de figures sculptées qui représentaient une frise de victoire rendant hommage à la divinité. En l'occurrence, évidemment, la divinité, c'est Athéna Niké elle-même. Athéna victoire. Hein. Athéna Niké, ça veut dire Athéna victoire. Pas victorieuse, pas qui apporte la victoire, mais victoire elle-même. Cette divinité, elle prend les caractéristiques de la victoire. Et vous voyez, alors cette décoration sculptée, elle nous est parvenue en fragments. On n'en a pas conservé la frise de manière intacte comme par exemple la frise ionique du Parthénon. Donc elle est assez difficile à reconstituer, mais parmi les fragments qui sont conservés, vous voyez ce torse et ces jambes de personnages féminins, et vous reconnaissez tout de suite le geste du genou, enfin de la jambe complètement repliée, genou appuyé sur un élément malheureusement informe ici dans la sculpture conservée, mais on a tout de suite reconnu la figure de la victoire appuyée sur le dos d'un taureau. Donc on reconstitue sur cette frise d'Athéna Niké
du parapet du temple d'Athéna-Niké, le motif qui va servir de base à la composition du motif de la victoire tauroctone dans l'art romain. Un motif qu'il faut peut-être reconstituer un petit peu différemment que la reconstitution que je vous montre à l'écran, puisque vous voyez que le bras ici était véritablement tendu vers l'arrière, ce que Stradonitz, à qui j'emprunte, un savant allemand, à qui j'emprunte cette reconstitution, à restituer avec le couteau qui serait prêt à frapper, vous voyez, avec le bras tendu vers l'arrière. D'après les sources dont on dispose, et en particulier ce petit bouton en terre cuite qui provient probablement d'Athènes et qui date du IVe siècle avant Jésus-Christ, on voit que la victoire est ici représentée avec la main ouverte vers le spectateur, c'est-à-dire qu'elle maîtrise le taureau, elle a le couteau dans la main gauche et du geste de la main, la main est ouverte, le bras est tendu et la main ouverte vers l'extérieur. Ce qui est un geste intéressant parce que c'est un geste que l'on connaît dans l'iconographie du salut aux divinités. Donc on a ici une représentation qui est légèrement plus complexe qu'une simple représentation sacrificielle, avec une victoire qui non seulement maîtrise un taureau en vue de le sacrifier, mais en plus fait un geste d'hommage à la divinité. Et je vous demande de retenir cet élément, on va en reparler très bientôt. Cette imagerie, on peut la tracer, l'histoire de ce motif, on peut la tracer à l'époque hellénistique, puis et donc à l'époque républicaine romaine, sur un certain nombre d'objets provenant notamment des cités grecques d'Italie du Sud. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, vous voyez ici une image très similaire, un personnage masculin ailé qui, vous voyez, est revêtu d'un vêtement qui lui tombe sur les hanches et qui maîtrise exactement de la même manière un bélier qui est représenté ici. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, sur un gutus campanien qui provient donc probablement d'une de ces cités grecques de Campanie. Un gutus, c'est un vase de ce type-là. Et la décoration en relief, vous voyez, celle que l'on trouve sur le dessus du vase. Vous voyez ce motif, encore une fois, de la victoire tauroctone qui maîtrise l'animal et qui s'apprête à l'oxyre au moyen du couteau. Donc un motif qui se transmet à Rome, probablement par l'intermédiaire des cités grecques d'Italie du Sud, qui l'ont elles-mêmes reçu de l'Athènes du 5e siècle et de ce parapet d'Athéna-Niké dont je vous parlais à l'instant. Quant à la signification du motif dans l'art romain, elle est rendue évidente par un médium dont je vais beaucoup parler aujourd'hui, qui est celui de la monnaie, qui va exploiter intensément ce registre particulier d'imagerie qui est l'imagerie emblématique. Et vous voyez ici un auréus d'Auguste, frappé au nom et au profil d'Auguste au droit, et dont le revers représente cette victoire appuyée sur le taureau et qui est sur le point de le sacrifier selon le motif que désormais vous connaissez bien puisqu'on en a vu de nombreux exemples depuis le début de ce cours. Et la légende est intéressante, puisque pourquoi la monnaie est intéressante pour comprendre l'imagerie romaine, puisque à chaque fois, ou presque à chaque fois, l'image se dote d'une explication textuelle qui nous permet d'avoir moins de marge d'erreur dans l'interprétation de la signification de l'image. Et cette légende, c'est Armenia Capta, l'Arménie conquise en quelque sorte, ce qui renvoie donc à un succès militaire ou diplomatique. C'est toute la complexité avec Auguste, qui a parfois tendance à faire passer ses succès diplomatiques pour des succès militaires. En tout cas, un succès qui est représenté comme une victoire, puisqu'on exploite le motif de cette victoire en train de sacrifier le taureau. Donc cela nous indique que dans l'imagerie impériale, dans l'imagerie développée à partir du règne d'Auguste, cette victoire qui sacrifie le taureau, elle renvoie préférentiellement à la victoire impériale, qu'elle est en quelque sorte le leitmotiv de cette victoire de l'empereur. Autre exemple de cette imagerie emblématique sur lequel je vais passer peut-être un peu plus rapidement, mais qui est intéressant pour comprendre la manière dont elle fonctionne, c'est la victoire qui prépare ou qui couronne un trophée. Ce motif, encore une fois, il a des sources qui sont grecques. On peut le faire remonter lui aussi à la décoration du parapet du temple d'Athéna-Niké. Et on trouve une belle expression sur un tétradrachme de Syracuse frappé sous Agathocle, qui représente une victoire que vous voyez ici, elle est en train de
clouer le trophée, puisque on sait que dans la pratique grecque, c'était le dernier acte que l'on faisait. C'était le dernier acte pour la constitution du trophée, c'était de planter un clou dans le tronc qui constituait le trophée, de manière probablement à fixer les esprits dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont les esprits violents, les puissances violentes de la bataille. Cette iconographie de la victoire avec le trophée, on la retrouve à la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ à Rome, sur une catégorie particulière de monnaies que l'on appelle les victoria, qui sont parmi les premières monnaies figurées frappées à Rome. Et vous voyez ici une frappe datée de 211-210 avant Jésus-Christ, où la victoire est représentée devant le trophée, ce tronc d'arbre orné des dépouilles, des armes de l'ennemi, en train cette fois de le couronner, donc un geste un petit peu différent de ce que l'on a vu précédemment. Très rapidement, cette image de la victoire autour du trophée va trouver sa voie dans l'imagerie romaine, par exemple avec les reliefs architecturaux en terre cuite. Et je vous montre là un exemple extrêmement intéressant, puisqu'il est très précoce. Il est daté vers 100 avant Jésus-Christ environ, et il vient d'une colonie romaine d'Émilie-Romagne, dans la province de Rimini. Et ce relief, qu'est-ce qu'il représente? Il représente encore une fois le trophée. Vous voyez le tronc ici, l'armure qui est placée sur le trophée, et deux victoires de part et d'autre qui sont en train de l'installer, de préparer le trophée, de disposer les éléments d'armement autour du trophée. Donc on retrouve la victoire impliquée dans la constitution de ce trophée. Et d'autre part, on a retrouvé dans cette localité, sur ce site, plusieurs fragments de plaques architecturales qui présentent le même motif. Cela signifie que ce motif, dans le décor du monument en question, était répliqué de nombreuses fois. Donc vous voyez qu'il ne s'agit pas d'un épisode particulier, d'une narration, mais d'une composition récurrente qui possède un caractère emblématique, puisqu'elle est répliquée de manière régulière selon un schéma de composition récurrent. Cette victoire qui couronne ou qui prépare le trophée, on va la retrouver encore une fois sur d'autres médias, décorant d'autres types de productions artistiques. Je vous montre par exemple la très belle statue cuirassée qui provient de Tusculum mais qui est aujourd'hui à la Glyptothèque de Munich, dont la cuirasse, une des premières cuirasses décorées de l'art romain. Vous savez que c'est une spécificité de l'art romain que de décorer les cuirasses des statues cuirassées, nous montre là aussi le trophée au centre, qui est encadré par deux victoires. On retrouve le principe de composition héraldique. Donc là, il n'y a plus une seule victoire, mais deux. L'une qui le couronne, vous voyez qu'elle porte une couronne dans la main, l'autre qui porte une bandelette ou un rameau, l'image n'est pas extrêmement claire, de manière à orner, à parer ce trophée. Donc on retrouve ici le principe de la composition héraldique qui transforme les images grecques. Souvenez-vous du tétradrachme syracusain où il y avait une victoire pour un trophée, c'est normal. Et là, avec les images romaines, très rapidement, on trouve deux victoires parce qu'on essaye de créer ces compositions fondées sur la symétrie centrale. Avec un succès tout à fait fort dans l'art romain. Voyez par exemple cette statue cuirassée du Louvre qui provient du site de Gabi sur lequel vous savez tout, je crois maintenant grâce à la conférence qu'a donnée mon collègue Steve Glisoni sur les fouilles du Louvre sur ce site, que Daniel d'ailleurs connaît très bien. Cette statue qui a été restaurée en Trajan au XVIIIe siècle, vous voyez que la tête est un portrait de l'empereur Trajan, qui date, la statue elle-même date probablement de l'époque flavienne, c'est-à-dire du dernier tiers du 1er siècle avant Jésus-Christ. Eh bien, la cuirasse, vous voyez qu'elle est décorée par une imagerie qui dérive de ce que l'on a vu précédemment, avec deux victoires représentées en vol, de part et d'autre d'un trophée, en train d'installer les pièces d'armement sur ce trophée. Et en dessous, vous voyez la représentation en très haut relief, c'est une très belle représentation de deux captifs agenouillés qui viennent renforcer la signification et rappeler que c'est la victoire de l'empereur sur les barbares qui est ici célébrée. Donc vous voyez le succès de ces compositions symboliques que j'appelle emblématiques parce qu'elles sont relativement détachées de tout contexte historique précis. Je ne suis pas sûr qu'ici on célèbre une victoire particulière de l'empereur. À mon avis, on célèbre sa qualité de chef de guerre qui est d'être toujours victorieux, si vous voyez la différence.
Alors, cette imagerie, en quoi elle diffère de l'héritage grec dont j'ai déjà parlé? Eh bien, c'est par ce caractère, précisément par ce caractère emblématique, qui, ce qui implique un élément particulier. Et pour cela, il faut comprendre quel est le statut particulier de Niké, de la personnification de la victoire. Cette personnification de la victoire, ce n'est pas une puissance agissante en elle-même, c'est la, la- la, hum, la victoire. Niké ne provoque pas le succès militaire, elle est simplement là pour le manifester. Niké est une annonciatrice de victoire, elle n'est pas la puissance qui permet d'être victorieux. Et vous voyez par exemple sur ce cratère attique à figure rouge, vous voyez ici un athlète, on quitte un peu le domaine militaire, un athlète, en l'occurrence un sauteur en longueur, hein, c'est un athlète qui fait du saut en longueur, vous voyez la borne qui lui dit d'où il doit partir, et vous voyez cette position caractéristique qui est la position de départ du saut en longueur grec, qui a la particularité de n'être pas un saut en longueur avec élan, mais un saut en longueur sans élan, ce qui complique évidemment la chose. Et vous voyez, par une sorte de conflagration des épisodes, avant même que le sauteur se soit élancé, la victoire qui lui apporte la bandelette avec laquelle il va pouvoir se couronner, la bandelette qui est le symbole de victoire. Donc la victoire n'est pas l'agent du succès, mais simplement l'agent qui le manifeste, qui le rend sensible, visible et connu de tous. Et du coup, c'est extrêmement intéressant pour comprendre cette imagerie emblématique, puisque elle passe par une sélection d'actions dont la signification dérive de la pratique réelle. On mêle ainsi des éléments concrets de la pratique religieuse ou honorifique avec, enfin, on les fait endosser par la personnification de la victoire elle-même, mais hors du temps, hors contexte. Vous voyez, cette victoire sacrifie un taureau, mais là, en l'occurrence, il n'y a pas de divinité précise pour la recevoir. Ici, elle couronne un trophée, mais on n'a pas, je pense, d'allusion précise à un événement historique réel. Il y a probablement dans l'armement euh, référence à une victoire particulière, à un peuple particulier sur lequel on aurait triomphé, mais il n'y a pas de référence à un événement précis historique qui aurait vraiment eu lieu. Euh, du coup, cette imagerie hors du temps, elle fait allusion à la victoire en général du personnage, le personnage cuirassé de Tusculum. On peut imaginer que ça fait référence à sa qualité de triomphateur, ou à la victoire de l'empereur dans le cas de l'image impériale. Cela permet de créer un motif qui est très plastique, au sens où il peut être utilisé de manière autonome sur différents types d'objets. Et là où on avait, avec le parapet d'Athéna Niké, la représentation d'une cérémonie cultuelle d'hommage à la déesse Athéna par des personnifications de la victoire qui sont représentées en nombre sur ce parapet, avec l'imagerie emblématique romaine, on a un sens qui, au contraire, est un sens que j'appellerais plutôt générique et non circonstancié, un sens qui est indépendant des circonstances particulières de l'action. Le fait que l'on charge la victoire de ces actions symboliques, ça crée donc, ça permet de charger l'image d'une signification qui est préétablie et qui ne dépend pas du contexte. D'où le succès, évidemment, de ces compositions symétriques qui sont des compositions particulièrement lisibles et qui s'adaptent bien à des situations de décor, comme les cuirasses, comme le décor architectural en terre cuite ou le décor monumental en marbre avec les reliefs de la basilique Ulpia. À chaque fois, le geste est dérivé de la pratique réelle religieuse, soit le sacrifice, soit la préparation du trophée qui renvoie à l'érection réelle du trophée, aux circonstances d'érection d'un trophée sur le champ de bataille, ou la parure du trophée avec les couronnes et les bandelettes qui étaient les attributs évidemment des vainqueurs athlétiques dont on a déjà parlé, donc liés aux pratiques rituelles de la victoire. Donc cette victoire, elle endosse en quelque sorte le rôle pour manifester le fait que l'empereur est victorieux, le rôle d'agent
religieux ou honorifique qui va rendre manifeste par un symbole, en quelque sorte, par un geste chargé de symbole, qui va rendre manifeste la victoire de l'empereur. Donc, en quelque sorte, cette imagerie, qui diffère de l'imagerie grecque qui a toujours une référence concrète à un contexte, en l'occurrence, vous voyez la victoire de Samothrace, hein, c'est la même chose, qui se pose sur la proue d'un bateau et qui fait très probablement référence à une victoire réelle, elle annonce la victoire du vainqueur. Cette imagerie romaine, au contraire, elle est détachée de ces circonstances historiques précises de l'action qui peuvent évidemment être symboliques, hein, mais qui sont rattachés à un événement, pour privilégier un sens générique, ce qui va expliquer pourquoi on retrouve certains motifs de manière récurrente d'un médium, d'un matériau ou d'une typologie d'objet à l'autre. Alors, je voudrais passer au deuxième volet de la conférence avec la question de la représentation historique et en particulier du relief historique. Mais il était important d'avoir à l'esprit les qualités particulières de cette imagerie emblématique qui vont nous permettre d'expliquer en partie certains éléments caractéristiques du relief historique. Alors la représentation historique, souvenez-vous, la semaine dernière, il y a 2 semaines, lors du précédent cours, nous avions vu les sources, certaines sources, qui nous renseigne sur le développement d'une peinture triomphale qui prend son essor à partir du IVe siècle avant Jésus-Christ. On n'a rien conservé de cette peinture triomphale qui était conservée, présentée, exposée dans les temples de la ville de Rome, mais on a conservé un ou deux débris de la peinture romaine d'époque républicaine, en particulier de la peinture funéraire. Et je vous montre à gauche de l'écran une peinture murale un fragment de peinture murale qui provient d'une tombe de l'Esquilin, donc une des collines de Rome sur lesquelles se trouvaient certaines tombes aristocratiques, une peinture qui remonte à la seconde moitié du IVe siècle avant Jésus-Christ, que l'on peut comparer dans son style aux peintures contemporaines des tombes de Paestum, des tombes de la Campanie lucanienne, cette Campanie donc, qui a été colonisée, conquise par les Lucaniens, un peuple samnite italique d'Italie centrale. Et vous voyez la comparaison stylistique qui montre qu'on est ici dans une ère, comment dire, dans un partage stylistique, au sens où Rome participe d'une culture qui est commune à de nombreux peuples d'Italie centrale, en ce IVe siècle avant Jésus-Christ. Cette peinture, elle est intéressante parce qu'elle représente probablement, sous forme synthétique, je dirais, des événements historiques qui sont évidemment pas faciles à interpréter, mais pour lesquels on dispose d'un élément intéressant, c'est la présence d'inscriptions qui identifient ou qui nomment en tout cas certains personnages de la peinture, en particulier un Fabius, qui est désigné ici, et d'autres, ou ici, et d'autre part un Fannius avec 2 N qui désigne l'adversaire du personnage romain. Et on l'a rapporté, c'est une hypothèse, à la commémoration de victoire d'un aristocrate romain qui était Quintus Fabius Maximus Rullianus, qui a triomphé sur les Samnites en 322 avant Jésus-Christ, en partant du principe que ces peintures qui figurait dans la tombe du défunt pouvait copier la peinture triomphale exposée à Rome. Alors cette peinture qui est dans un état de conservation relativement mauvais, elle s'organise en différents registres, 3 registres qui sont conservés, avec des scènes de bataille au registre inférieur. Dans le registre médian, la rencontre de 2 personnages, un personnage en toge ici qui porte un insigne de pouvoir qui est aujourd'hui effacé sur la peinture, en tout cas sur la photographie que vous voyez ici, mais qui est comparable à la lance que l'on voit au registre supérieur, et un personnage ici en armure, on voit encore les cnémides qui se trouvent ici, qui semble être en relation avec lui.
On reviendra évidemment sur le contenu de cette relation. Et puis d'autre part, des scènes de combat qui sont malheureusement très mutilées. Et au registre supérieur, on retrouve ce couple de personnages, un personnage en toge avec une grande lance au fer lancéolé, qui est probablement un insigne de pouvoir, la asta, qui désigne, qui est l'attribut du commandant en chef, du titulaire de l'imperium romain. Et ce personnage, encore une fois, en armure. Alors, ce n'est pas évident de reconnaître qu'il est en armure, mais on voit les cnémides, le casque qu'il porte, et puis, très effacé, le long bouclier qu'il portait sur le bras gauche. Et il semble émerger d'une ville qui est représentée ici, où l'on voit quelques civils, quelques personnages qui sont figurés sur les remparts. Alors, il y a énormément, évidemment, de débats sur le contenu, la signification de cette représentation. Évidemment, l'état de conservation de la peinture n'aide pas à comprendre la scène représentée, mais il s'agit probablement de la représentation d'une reddition, de la reddition d'un personnage ennemi qui est peut-être ce Marcus Fannius qui est représenté, enfin dont le nom est indiqué sur la peinture, dans la mesure où Marcus Fannius est un nom typiquement samnite. Donc, on a probablement la représentation d'une reddition samnite auprès d'un général romain, d'un général en chef romain qui est représenté ici avec les insignes de son pouvoir. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment est structurée l'image. Et je vous ai mis en bas de la diapositive le texte de la déditio de la cité de Colati auprès du roi Tarquin l'Ancien. C'est une scène qui est reconstituée par Tite-Live à partir de la tradition annalistique romaine, et avec cette reddition qui a une valeur rituelle, qui est la déditio, qui est une reddition extrêmement forte, au sens où le peuple qui se met, enfin qui se rend, qui effectue sa déditio envers un chef romain, un titulaire de l'imperium romain, se met à la merci du peuple romain, se met à la disposition totale et à la discrétion du peuple romain. Donc c'est une soumission totale de l'ennemi vaincu envers le peuple romain. Et vous voyez le roi qui demande: êtes-vous les représentants et les porte-paroles mandatés par le peuple colatin pour nous livrer le peuple colatin et vous-même? Oui. Le peuple colatin peut-il disposer de lui-même, c'est-à-dire est-il souverain? Parce qu'évidemment, s'il n'est pas souverain, il ne peut pas se rendre. Oui. Bon, bah, tout va bien. Vous remettez-vous, vous et le peuple colatin, villes, terres, eaux, bornes, temples, meubles, objets sacrés et profanes, en mon pouvoir et en celui du peuple romain. Et on voit ici une formule qui est caractéristique de ces rituels romains qui cherchent à ne rien laisser de côté. C'est-à-dire que si on n'avait pas mentionné l'eau, par exemple, on aurait pu, dans une pensée orientée dans un sens très juridique, considérer que l'eau du territoire colatin n'était pas soumise au peuple romain. Nous nous remettons dedimus, et ensuite le roi répond: et moi je vous reçois. Donc vous voyez, cet épisode est transcrit par Tite-Live sous un mode particulièrement rituel. Il ne s'agit pas d'un dialogue au débeauté, mais d'une forme extrêmement codifiée de relations internationales, qui est en l'occurrence la reddition d'un peuple auprès du titulaire du pouvoir romain, qui est là le roi, puisque on est au livre 1 de Tite-Live, et il parle de cette royauté qui a suivi la fondation de Rome et qui a précédé la constitution de la République romaine. Je pense que sur la peinture de l'Esquilin, on a la représentation synthétique, la représentation, encore une fois, très didactique, très claire, d'un épisode comparable. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est une déditio en bonne et due forme, mais avec la représentation d'un personnage qui se remet au pouvoir du représentant du peuple romain, qui est représenté, figuré, dans tout son apparat, avec les insignes de son pouvoir. On a donc ici un élément intéressant, important, d'autant que vous voyez que sur les deux registres de cette peinture, on a deux représentations de scènes qui sont extrêmement similaires, auxquelles le peintre a donné la même forme, le même motif, comme s'il y avait une signification commune entre ces deux scènes, et il n'a pas jugé bon de faire varier la représentation à des fins esthétiques,
mais au contraire, il a peut-être souhaité lui donner un caractère de motif codifié pour transcrire une signification qui est commune. La question de la représentation historique et est une question qui est très importante dans l'art romain. Et la question que je voudrais poser pour finir, avec le temps qui me reste imparti, c'est est-ce que cette représentation historique est avant tout une représentation de l'événement ou est-ce que c'est une représentation, disons, symbolique ou synthétique qui insiste sur des leitmotifs, euh, sur des contenus qui sont plus abstraits, comme la reddition, comme la piété, comme la victoire. Donc, quelle est la relation de cette représentation historique au paradigme photographique dont je vous parlais il y a 2 semaines? Le relief historique romain, il faut savoir, c'est important de savoir qu'il s'agit d'un genre artistique qui est particulièrement spécifique à Rome et qui consiste en la représentation d'événements historiques, mais plus spécifiquement de grands rituels de la vie civique sur des décors qui sont des décors publics, ce qui en fait évidemment une nouveauté, en particulier par rapport à l'art grec, dans lequel je ne connais, enfin, à ma connaissance, il n'y a qu'un seul équivalent, qu'une seule représentation sur un monument public d'un rituel public de la cité, qui est la frise des Panathénées d'Athènes, qui est, je crois, un apax dans l'art grec, une pièce unique, puisqu'on toutes les représentations de rituels dans l'art grec sont cantonnées au registre de la commande privée, et en particulier des stèles votives. Donc, dans l'art grec, cette représentation des rituels publics, dans l'art romain, pardon, cette représentation des rituels publics est véritablement une spécificité qui doit répondre à un besoin iconographique qui est proprement romain. Et il se structure d'une certaine manière, et encore une fois, c'est ce rapport à l'événement, au paradigme photographique que je voudrais questionner avec une pièce bien connue, un signe, le premier relief historique à nous être parvenu de Rome, qui est le relief que l'on dit de Domitius Aenobarbus, pour des raisons que je ne vais pas détailler ici, un relief en marbre qui décorait là encore une base de statues. Vous voyez le cadre architectural qui est représenté, enfin oui, qui est figuré ici sur le relief, qui encadre le relief. Et il faut savoir qu'il y avait 3 autres côtés de 3 autres reliefs qui décoraient les 3 autres côtés de la base du statue en question. Mais c'est ce relief-là, celui qui est au Louvre, qui va nous intéresser plus particulièrement, puisqu'il s'agit de la représentation synthétique d'un rituel, et d'un rituel particulièrement important pour la cité romaine, puisque c'est le census, le sens, suivi du lustrum, et je vais vous expliquer bien évidemment ce que sont ces rituels. Il faut lire le relief, comme l'a montré Mario Torelli, de la gauche vers la droite, puisque c'était le sens de lecture privilégié dans la civilisation romaine. Le census, le sens, c'est l'opération qui est menée par les censeurs, 2 magistrats de la cité romaine, couple de magistrats de la cité de Rome, qui étaient chargés de recueillir la déclaration des citoyens qui déclaraient leur nom et leur patrimoine, et c'est la scène que l'on voit ici, avec ce personnage qui inscrit la déclaration du citoyen dans les tabulae censoriae, les tablettes des censeurs, hein, qui étaient les registres du recensement, avec ce personnage qui tend la main sur la tablette, ce qui est évidemment la convention iconographique pour le serment dans l'art romain. Donc, cette déclaration se fait sous serment de la qualité du nom et du patrimoine du citoyen en question. Après cette déclaration recueillie, le censeur va procéder à la descriptio, ce qu'on appelle la descriptio en latin, c'est-à-dire il assigne au personnage, au citoyen, une classe censitaire en fonction de son niveau de richesse. Et Mario Torelli, là encore, a montré que le geste de la main sur l'épaule était probablement
un geste d'imposition magique où le censeur assigne rituellement une classe censitaire, en tout cas oui, c'est ça, une classe censitaire aux citoyens. Donc on a là la représentation des aspects techniques du recensement, mais la majeure partie du relief est occupée par une scène de sacrifice. Vous voyez ici le magistrat qui a la toge passée sur la tête, hein, il est représenté capite velato, ce qui est une prescription évidemment rituelle pour le sacrificateur, qui tient une fiale au-dessus de l'autel. C'est une représentation du geste de la praefatio, cette première étape du sacrifice dont on a un petit peu parlé il y a 2 semaines à propos de ces personnages qui tiennent une fiale ou une patère. Une étape particulièrement importante puisqu'elle ouvre le temps du sacrifice, elle ouvre le moment du sacrifice. Et vous voyez que de l'autre côté de l'autel qui est représenté ici, on trouve le dieu Mars en armes qui est apparu, qui est sur le relief, qui évidemment n'est pas apparu aux participants de la scène, mais qui est représenté parce il est présent, il a été invoqué par cette praefatio conduite par le censeur. Donc il est bien présent d'un point de vue rituel au sacrifice qui lui est destiné. Ce sacrifice, c'est ce que l'on appelle un suovetoril, le sacrifice d'un porc, d'un bélier et d'un taureau, que vous voyez ici. Un sacrifice qui est particulier à Mars et qui s'intègre à la procédure rituelle de ce que l'on appelle un lustrum et qui consiste à faire, cheminer ces 3 victimes sacrificielles autour d'un objet ou d'un groupe humain qu'il s'agit de protéger rituellement grâce à l'action de Mars. En l'occurrence, il s'agit évidemment du corps civique qui est assemblé par le censeur, autour duquel on fait procéder ces 3 animaux, avant de les sacrifier, bien entendu, en l'honneur de Mars. Et pourquoi Mars? Eh bien, tout simplement parce que Mars est le dieu de la guerre et de la violence, de la force donc, et c'est donc fonctionnellement le dieu qui est plus à même de protéger, de veiller à la protection physique de quelque chose. En l'occurrence, il s'agit du corps civique, mais par exemple, dans son traité d'agriculture, dans son De Re Rustica, Caton l'Ancien prescrit à celui qui s'occupe des champs de pratiquer le suovetoril, le lustrum, de manière à protéger les champs des attaques extérieures, que ce soit des attaques physiques ou des attaques climatiques, par exemple. Et ce sacrifice, qui est destiné explicitement à Mars, même dans le cas de l'agriculture, c'est évidemment parce que Mars est ce dieu de la violence qui est à même, par son action, par sa qualité propre, il est à même de protéger la chose sur laquelle on invoque sa protection, que ce soit un champ, que ce soit un temple ou que ce soit un groupe humain comme la collectivité civique. Et enfin, cette collectivité civique, elle est représentée sur le relief par 5 soldats, un cavalier et 4 fantassins, qui représentent de manière synthétique les classes censitaires au sein desquelles étaient répartis les différents citoyens de la cité. Donc, vous voyez qu'il y a la représentation probablement d'un événement, puisqu'on commémore un recensement et le lustrum qui l'a conclu, le rituel, le sacrifice qui a conclu ce recensement et qui a contribué à protéger le corps civique. Mais vous voyez qu'on le représente de manière extrêmement synthétique, en faisant appel à des éléments symboliques et sans représenter de manière photographique l'événement. Quand je dis synthétique, je préfère le terme de synthétique au terme de symbolique, dans la mesure où ce qui est symbolique, c'est la mise en relation des différents éléments, qui sont des éléments tirés du rituel lui-même, du rituel réel, mais qui sont arrangés de telle manière à ce qu'on ait une vision complète de ce rituel. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas un moment particulier, mais on choisit de combiner différents moments. On choisit d'incarner de manière symbolique le corps civique sous la forme de soldats qui représentent les différentes classes censitaires, de manière à avoir cette vision du rituel qui soit une vision complète, artificiellement complète en quelque sorte. Donc vous voyez,
là encore, on a probablement affaire à un événement réel, mais qui est représenté de telle manière à ce qu'il y ait, non pas un rapport euh, photographique à l'événement, mais un rapport qui soit plutôt de l'ordre de l'habitus juridique et rituel, au sens où ce sont tous les éléments du rituel qui sont représentés, qui sont évoqués, de façon à en rappeler la structure organique, si vous voulez. C'est un élément important du genre du relief historique. Et je vous montre deux objets qui sont des objets absolument fameux, qui sont ces skifoïs qui proviennent du trésor de Bosco-Réal et qui représentent, là encore, des scènes qui sont pour une part des scènes allégoriques. Pour le skifos que l'on dit d'Auguste ici, c'est Auguste recevant la victoire des mains d'un personnage féminin qui est ici, qu'on a bien du mal à identifier précisément. Donc, il reçoit cette personnification de la victoire sur un globe, sur un globe qu'il tient dans la main. Donc, il est représenté ici sous forme d'un cosmocrator, d'un souverain universel, qui est accompagné d'allégories et de divinités, en particulier Virtus ou Roma, les deux, la déesse Rome et la personnification de Virtus, c'est-à-dire le courage, l'excellence militaire ayant la même iconographie, et d'autres figures divines comme Mars qui se trouve ici, et probablement une représentation de l'abondance, donc les résultats directs du pouvoir impérial qui se trouve là. Donc une représentation qui ne fait pas là référence à un événement réel, qui est entièrement allégorique, au sens où elle fait appel au registre iconographique des divinités et des personnifications. Et ici, sur l'autre côté du Skiphos, on retrouve Auguste, donc l'empereur, qui reçoit des captifs barbares, accompagné de ses licteurs. Vous vous souvenez de ces appariteurs qui accompagnent les magistrats titulaires de l'imperium, ce qui est probablement là encore une représentation d'une vertu de son pouvoir, qui est la vertu de clémence, la clementia. Et sur l'autre vase, on trouve la représentation d'un triomphe que vous voyez ici, avec l'empereur, probablement Tibère, très probablement Tibère, dans le char triomphal, avec tous les attributs du triomphateur, le sceptre avec l'aigle, la palme, la couronne, et vous voyez sur le char une représentation héraldique de victoire qui porte un clipéus, c'est-à-dire un bouclier, ce qui vous rappellera évidemment le relief du monument de Bocchus que l'on a vu au début du cours. Et de l'autre côté, une scène qui est celle qui va m'intéresser plus particulièrement, et c'est la représentation d'un sacrifice. Vous voyez le taureau ici qui courbe l'échine, qui est amené au sol par deux victimaires, ces personnages qui étaient chargés de réaliser de manière concrète le sacrifice, et un autre qui est en train de brandir la hache pour l'oxy. Ce sacrifice prend place devant un temple qui est représenté en perspective, un temple de Jupiter, puisqu'on a l'aigle qui est représenté au fronton, et il y avait ici le personnage qui sacrifiait, qui était en train de faire une libation, ce qui est une référence, encore une fois, à l'ouverture rituelle du sacrifice. Ce qui est intéressant de constater, c'est que ce motif du taureau qui est immolé, on va le retrouver de manière très précise, précisément répliquée sur des monuments divers, à diverses époques et dans divers médiums, encore une fois, avec cet autel, par exemple, qui provient de Tchervétéry, où vous voyez que le sacrifice, alors l'image est inversée, mais le sacrifice est mené est représenté exactement de la même manière, avec ces deux victimaires accroupis, le taureau qui courbe l'échine et le personnage qui brandit bien haut la hache, ou sur ce relief de la galerie des offices, qui date du règne d'Adrien et qui représente un sacrifice exactement de la même manière. On a, entre ce relief et la coupe de Bosco-Réal, c'est un même modèle qui a été utilisé pour la représentation du sacrifice. Un modèle d'ailleurs qu'on a parfois voulu identifier à une peinture grecque. Donc c'est très intéressant pour voir justement le poids de cet héritage grec dans la constitution de l'imagerie romaine et en particulier du relief historique.
Cette image du sacrifice, on la retrouve dans un genre particulier de sarcophage qui remonte à la fin du IIe siècle après Jésus-Christ, qu'on appelle les sarcophages biographiques, sarcophages qui mettent en valeur, qui mettent en exergue ce qui semble être des épisodes de la vie du défunt, des défunts qui appartiennent à l'aristocratie romaine et qui ont exercé de hautes fonctions publiques. En particulier, on voit généralement au milieu de ces sarcophages une scène sacrificielle qui est exactement la même dans, dans sa structure que la scène que vous voyez par exemple sur le relief de Florence. Vous voyez qu'on a la même représentation, les mêmes personnages, si ce n'est qu'ici, il n'y a qu'un seul victimaire pour maîtriser le taureau. Et cette représentation du sacrifice fait probablement référence au sacrifice d'entrée en charge des magistrats. Mais de manière plus emblématique, cette représentation du sacrifice, elle évoque tout simplement l'idée de pietas, la vertu de pietas qui était celle du défunt. Et vous voyez par exemple sur ce médaillon de Commode qui célèbre les vota publica, c'est-à-dire les vœux qui sont exprimés, qui sont émis envers la divinité pour le salut du peuple romain et pour celui de l'empereur, les deux étant considérés comme indistincts sous l'Empire, puisque le salut de l'empereur, c'est celui du peuple romain. Vous voyez que pour commémorer ces vœux et l'accomplissement du rituel du rite qui était promis, du sacrifice promis lors des vœux, on utilise évidemment la même image du sacrifice que celle que l'on trouve sur le sarcophage. Et en fait, ces sarcophages biographiques qui représentent la vie d'un défunt, on peut montrer qu'ils font appel entièrement à une imagerie de convention. La concorde entre les époux, ce qui montre le caractère heureux du ménage, le caractère heureux du destin matrimonial du défunt, qui renvoie à l'image de la concorde, qui est par exemple celle des monnaies de Marc Aurèle et de Lucius Verus, qui célèbrent la concorde des Augustes, la concorde des empereurs. À gauche, la représentation de captifs qui sont amenés devant le général en chef, dont on retrouve la représentation sur des monnaies, par exemple ce médaillon de Marc Aurèle qui célèbre la Clementia Augusti, la clémence de l'empereur. Donc on a ici une autre vertu qui est celle de la clémence, concorde, piété, clémence. Et enfin, de ce côté-là, vous voyez une scène de chasse. Alors, ce n'est pas très visible, mais vous voyez des cavaliers et des chiens qui sont représentés ici. C'est une scène de chasse qui trouve là aussi son parallèle dans les monnaies. Par exemple, un auréus, une pièce en or de Commode, qui représente l'empereur à cheval en train de chasser le lion évidemment, parce que lui, il est empereur, donc il a des proies de choix, avec la légende Virtus Augusti, donc cette image de la chasse, elle renvoie à la vertu, pardon, au courage militaire. Virtus, c'est le courage militaire, l'excellence militaire et guerrière, le courage de l'empereur. Donc vous voyez, on peut soupçonner que ces sarcophages font l'objet d'une clé de lecture qui est certes biographique, puisqu'on on fait référence à la vie du défunt, qui est portraituré sur le sarcophage, mais selon une clé de lecture qui est entièrement emblématique, où on n'a pas un contenu réel, contingent de la vie du défunt, mais au contraire, des images qui sont toutes de convention et qui font appel à une imagerie, à un langage figuré qui est extrêmement codifié, jusque dans la représentation, dans le choix des motifs même, bien entendu. Et j'en veux pour preuve les substitutions qui peuvent avoir lieu dans certains cas pour évoquer une vertu. Par exemple, sur ce sarcophage qui est conservé à Frascati, qui était conservé à Frascati, je ne l'ai jamais vu pour ma part. Vous voyez, la scène de chat, je faut un peu me croire sur parole, mais vous voyez ici un captif, enfin un barbare qui est vaincu puisqu'il est agenouillé. Et au-dessus, il y avait la représentation du général en chef qui était à cheval et qui était sur le point de l'oxyre. Eh bien, il s'agit là aussi d'une représentation de la Virtus, dont on a des témoignages sur les monnaies, par exemple ce denier de Caracalla. Donc, on a eu substitution d'une scène à une autre, au sens où les deux, la scène de chasse ou la scène de la victoire sur un barbare, ont le même contenu sémantique. C'est celui de renvoyer au courage, à la vertu militaire du général. Donc on peut substituer l'une à l'autre parce que les deux ont une qualité emblématique dont
dont la spécificité n'est pas de renvoyer à un événement précis historique, mais au contraire à un contenu abstrait, générique, qui est en l'occurrence le courage militaire. Autre substitution sur ce sarcophage du palais ducal de Mantoue, vous voyez qu'ici on n'a plus de scène narrative, mais une personnification de la victoire qui s'est substituée, qui a remplacé les scènes réelles, enfin, qui renvoyaient un contenu réel, que ce soit la chasse ou la guerre, qui était représenté sur les autres sarcophages. Et ici, on a préféré donner un contenu encore plus abstrait à cette virtus avec la représentation d'une victoire. Donc, ces procédés de substitution, ils nous montrent bien que là encore, l'événement n'est pas au cœur de la représentation, mais que c'est la signification générique qui prime sur la représentation d'un épisode réel. Et c'est comme ça qu'il faut probablement lire un grand nombre de reliefs historiques qui renvoient aux accomplissements de l'empereur. Et ce sera ma conclusion. Je voudrais vous montrer ce relief que j'aime beaucoup personnellement, qui est un relief de ce qu'on appelle la geste de Trajan, qui provient probablement du décor, là encore, du forum de Trajan, mais qui a été remployé dans l'un des passages de l'arc de Constantin, dont vous savez peut-être qu'il a été constitué à partir d'un certain nombre de reliefs qui proviennent d'autres monuments impériaux, de monuments impériaux antérieurs, et en particulier de monuments du IIe siècle après Jésus-Christ. Eh bien, vous voyez une charge de cavalerie menée par l'empereur, probablement par l'empereur en personne, qui est en train de bousculer une armée, un bataillon de barbares, que vous voyez, qui sont caractérisés par leur habillement et par leur chevelure, leur barbe particulière. Vous voyez que cette image, qui est une image extrêmement forte, possède un véritable souffle épique, elle est régie en quelque sorte par ce paradigme photographique dans la construction de l'image, c'est-à-dire qu'on a une unification de la scène, on a l'impression de participer, de l'engagement guerrier quand on est spectateur de ce relief. Il y a un véritable talent pour la mise en espace qui est remarquable, avec notamment l'enchevêtrement des corps qui suggère véritablement le caractère irrépressible de la charge de cavalerie romaine. Et vous voyez dans l'arrière-plan du relief des soldats romains qui portent les têtes coupées des barbares, ce qui signifie bien entendu que cet engagement est victorieux. Eh bien, si l'on retient ce que l'on a dit précédemment de la représentation de l'événement dans l'art romain, il faut imaginer que cette représentation qui semble réaliste, eh bien, c'est une mise en image, encore une fois, emblématique de la virtus Augusti, du courage militaire et de la valeur militaire de l'empereur, qui ne se fonde pas sur la représentation d'un événement réel. Et j'en veux pour preuve un fait qui m'a toujours un peu perturbé, qui m'a perturbé au début de mes études quand j'ai étudié l'art romain, c'est que je me disais, mais enfin, ces Romains, ces artistes romains qui ont représenté les victoires de l'empereur, ils n'ont jamais eu le sens du réalisme puisqu'on ne voit jamais un soldat romain mort. Et c'est vrai que quand on regarde les scènes, les reliefs qui représentent les victoires, les victoires romaines, on ne voit jamais, alors Daniel me contredira peut-être, il aura peut-être un contre-exemple à m'opposer, mais il me semble qu'on ne voit jamais de soldats romains défaits, de soldats romains vaincus. Et je me suis toujours dit, mais en fait, c'est invraisemblable. Le public romain ne pouvait pas croire que la bataille ne se faisait pas sans mort. Ils savaient bien que dans un engagement guerrier, même si on gagne, il y a des blessés, il y a des morts des deux côtés. Eh bien, en fait, la clé réside tout simplement dans le caractère emblématique, dans la mise en scène de la virtus. L'idée, ce n'est pas de donner une image précise et réaliste de l'événement, mais de suggérer, en invoquant l'événement qu'est la bataille, de suggérer la virtus militaire, l'excellence militaire de l'empereur. Et pour ce faire, il n'y avait pas besoin de réalisme précis, il suffisait de faire appel aux conventions iconographiques de la victoire pour suggérer que l'empereur était un militaire excellent et qui ne connaissait pas la défaite. C'est donc dans ce caractère emblématique, cette signification générique de l'image qu'il faut chercher un grand nombre, la clé de lecture d'un grand nombre de représentations romaines, même celles qui paraissent gouvernées par un sens de l'événement et un réalisme presque photographique qui est hérité, bien entendu, de la grande tradition artistique grecque. Je ne dis pas que
aucun relief ne fait référence à un événement précis, hein, il y en a, pensez au triomphe de Titus, mais beaucoup ne doivent pas se lire comme ça, mais comme des représentations plus génériques des vertus de l'empereur. Je vous remercie pour votre attention et je vais laisser la place à des questions éventuelles s'il y en a. Oui, merci beaucoup pour cette magnifique présentation, cette très belle leçon de sculpture romaine, qui est toujours assez impressionnante. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions que moi, de mon côté, je ne peux pas voir. Ah, oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'elles doivent m'arriver par... oui, réaction, c'est converser, c'est ça? Ah oui, non, moi, pour l'instant, je n'ai rien. Et normalement, c'est dans converser, dans discussion, en fait, Oui, simplement. oui, j'ai ouvert l'onglet, donc s'il y a des gens qui souhaitent poser une question, Alors, en tout cas, moi, j'ai une question. Alors, c'est à la fois une question et une remarque. C'est vrai que ce qu'on reconnaît souvent à l'art romain, et tout particulièrement dans la sculpture des reliefs, c'est son côté un peu, comment dirais-je, un peu prosaïque, un peu familier. C'est un art qui aime bien les anecdotes, par exemple, notamment dans l'art funéraire. On a des petites représentations un peu intimes, un peu intimistes. Et alors, ce côté très attaché à la vie quotidienne, à la réalité presque documentaire des conditions de vie, on le retrouve par exemple sur la colonne Trajane, Hmm. où on voit effectivement le soldat romain avec sa cantine, avec sa gamelle, enfin, où il y a un certain réalisme, même presque un certain naturalisme dans la représentation. Et cependant, effectivement, dans ce que tu viens de nous dire, manifestement, il y a ces représentations un peu normées, un peu stéréotypées, qui ne cherchent pas à représenter la réalité de ce qu'étaient les campagnes de Trajan en Dacie, mais qui cherchent à illustrer des valeurs, des vertus, comme on disait autrefois. Bah, tout à fait. Alors pour ce qui est de la colonne Trajane, c'est vrai que c'est un document d'histoire tout à fait remarquable par le détail des représentations, hein. On sait comment les Romains construisaient un camp. Il y a des représentations extrêmement prosaïques, hein, de travaux de construction, de différents rituels de la vie du soldat, par exemple. Je pense que la Romain est pas ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas du tout rétif au réalisme. C'est qu'il ne faut pas toujours prendre ce réalisme au pied de la lettre. Notamment, Tonio Holscher a montré, à propos de la colonne Trajane, que la représentation, toute réaliste qu'elle soit, se structurait aussi autour de ces thèmes que sont la piété de l'empereur, la virtus de l'empereur, la clémence de l'empereur, la fidélité des armées qui est représentée par les différentes allocutions que l'empereur prononce devant les légions. Donc ce réalisme, il sert une cause qui est esthétique, qui est de varier la représentation, tout simplement de la rendre vivante. Il satisfait peut-être un goût romain, comme tu l'as dit, pour des détails, pour le prosaïsme en quelque sorte. Et c'est vrai que dans l'art funéraire, ce qu'on a appelé l'art plébéien aussi à un certain moment, c'est un art qui se satisfait de ces représentations qui fourmillent de détails, qui sont pleines de vie, hein, vraiment, qui sont très peu, comment dire, qui sont, j'ai pas le terme qui me vient, mais qui sont très qui sont Ils très sont peu concrètes, stylisés. Oui. qui sont très, voilà, pas peu stylisées, très concrètes, qui renvoient, qui semblent renvoyer à des détails de la vie quotidienne, à des coutumes, mais malgré tout, il a montré, Holscher, que la colonne Trajane, par exemple, pouvait se lire selon cette grille de lecture. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de... Bah, après, je ne dis pas que toute l'imagerie romaine est structurée de manière emblématique, hein, c'est pas tenable. Je voulais simplement montrer, je voulais montrer aujourd'hui que il ne fallait pas prendre les images réalistes romaines toujours pour argent comptant, comme la représentation concrète et réaliste d'un événement. Mais c'est vrai qu'il y a ce goût romain pour le concret, pour l'événement qui est sensible, notamment dans l'art du relief, art funéraire, et puis sur la colonne Trajane, bien entendu.
Donc, c'est un art qui est beaucoup symbolique, en fait, qui procède par image, mais dont le sens va au-delà de la simple représentation, bien souvent. Exactement. Voilà, comme l'a écrit Jean-Claude Passeron dans la citation que j'avais montrée il y a 2 semaines, l'image n'épuise pas sa signification dans la figuration. C'est-à-dire qu'il y a plus à voir, il y a plus à comprendre que ce qu'il y a à voir, au sens photographique du terme. Mais d'ailleurs, quand on voit, nous, une photographie, on y investit un sens qui est supérieur à la simple description, notamment des jugements de valeur. Si quand on voit dans les journaux une photographie, je ne sais pas, d'une manifestation je ne sais rien, on investit forcément un jugement de valeur. On n'est pas simplement dans la description. Donc, cette idée que la figuration, la référence à quelque chose de réel n'épuise pas la signification, mais qu'elle est investie de, d'un sens qui est structuré par autre chose. Et là, en l'occurrence, c'est des motifs qui sont codifiés, qui se sont transmis depuis l'art grec et qui se sont en quelque sorte cristallisés dans l'art romain. Donc, une tendance au symbolisme, en quelque sorte. D'accord, merci beaucoup. Je ne sais pas si toi, tu as vu arriver d'autres Non, d'autres rien. questions. Non, rien. Alors, je voudrais te remercier sincèrement pour cette dernière conférence et puis remercier tous les auditeurs de l'Université Libre qui nous ont suivis. Et puis leur dire que le Musée d'Archéologie nationale continue son partenariat avec l'Université Libre et qu'on espère bien l'an prochain avoir un nouveau cycle, alors qui sera différent, qui ne sera pas forcément sur Rome. C'est encore en cours de réflexion. Mais en tout cas, on espère vous retrouver tous, peut-être dans des conditions, je l'espère, un peu meilleures, un peu plus concrètes que les conditions actuelles. Voilà, merci à tous, merci Martin, et donc à très Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.